J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à l'avenir de l'Union européenne à un peu plus de 2 semaines du scrutin, après avoir parlé d'immigration, de transparence, cybercriminalité, énergie renouvelable, entre autres. Il y a eu beaucoup de thèmes à aborder. C'est la question de l'élargissement de l'Union européenne que l'on se pose ce soir. 27 pays aujourd'hui, combien en 2030? Faut-il continuer de grandir avant d'en débattre? On découvre qui sont les candidats à l'adhésion avec Jonathan Dupriez. Ils sont 9 États officiellement candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Parmi les prétendants, 5 pays des Balkans attendent leur tour depuis le milieu des années 2000. Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Macédoine du Nord ou encore Serbie ont de sérieuses chances d'adhérer un jour. De son côté, la Turquie est candidate depuis 1999, mais cet épineux dossier est au point mort. Plus récemment, en 2022, l'invasion russe en Ukraine a poussé le trio oriental Géorgie, Ukraine, Moldavie à frapper à la porte de l'Union pour se protéger de Moscou. Notre rencontre avec le président Macron intervient au milieu d'une nouvelle tentative de la Russie de faire pression sur mon pays. Mais nous gardons la tête haute. Les Moldaves ont le droit de décider de leur propre avenir. Et cet avenir se trouve dans l'Union européenne. Sauf que pour intégrer ce club très fermé des 27 États membres, l'UE impose de répondre à des critères politiques, économiques et juridiques drastiques, appelés critères de Copenhague. Il faut respecter les grands principes démocratiques, des principes de l'état de droit, la protection des droits de l'homme, la protection des minorités, etc. Il y a des critères économiques. Il faut avoir une économie de marché compétitive qui est capable de tenir face au choc de concurrence que représente l'entrée dans le marché unique européen. Il y a des critères, on va dire, juridico-administratifs. L'Ukraine, qui s'efforce au pas de course de remplir tous ces critères, s'est vu décerner un satisfecit de la Commission européenne pour tous les efforts consentis. Je dois dire que vous avez fait d'excellents progrès. C'est impressionnant à voir. Je tiens à vous dire combien nous sommes impressionnés par les réformes que vous avez réalisées en pleine guerre. Si la candidature remplit tous ces critères, l'adhésion doit ensuite être validée à l'unanimité des États membres et votée par le Parlement européen. Le processus met généralement des années avant d'aboutir. La plupart des adhésions précédentes ont pris entre 8 et 12 ans en moyenne. Alors parfois ça allait plus vite parce que certains pays étaient déjà tellement proches. Par exemple, lorsque la Finlande, l'Autriche et la Suède ont adhéré en 1995, là pour le coup c'était rapide, ça a pris à peu près 2 ans parce que c'était des pays qui étaient déjà très largement alignés. Si certains pays des Balkans comme le Monténégro semblent être sur la voie royale pour intégrer l'UE dans les prochaines années, d'autres s'en éloignent, comme la Turquie d'Erdogan. Stabilité démocratique douteuse, état de droit mis à mal, différends territoriales avec Chypre, le compte n'y est plus pour les Européens et les négociations restent au point mort. L'Union européenne doit-elle, peut-elle encore accueillir de nouveaux États membres? On en débat tout de suite avec Clara Bauer-Babef. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste à Euractiv, site spécialisé sur l'Europe. Benjamin Couton, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors, responsable pédagogique de l'Académie Notre Europe. Marie-Aimée Perron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes avocate, présidente de la Commission des affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux. Bienvenue à vous. Et Tam Tranui, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Pendant que je vais vous donner une première fois la parole, on va voir s'afficher la carte des 27 pays membres. Ça fait jamais de mal de se rafraîchir la mémoire. Je suis sûr que si je demande à des gens dans la rue, citez-moi les 27, ils vont peut-être avoir un peu de mal, il leur en manquera un ou deux, mais ça c'est le principe des listes. Donc voilà, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire. Elle pourrait, cette liste, s'élargir dans les prochaines années, Clara Bauer-Babef. Est-ce que c'est une perspective qui a été clairement relancée par l'agression russe en Ukraine ? Absolument, la perspective de l'élargissement de l'UE, elle était quelque peu en sommeil. À Bruxelles, ça fait longtemps qu'on en parle, notamment pour les Balkans. Pour certains, ça fait près d'une vingtaine d'années qu'ils sont un peu dans cette antichambre de phase de négociation. Ça avait été un peu oublié. C'est un dossier qui n'avait pas été remis au goût du jour. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine et l'Ukraine qui a fait sa demande et qui s'est vu accorder le statut de candidat
assez rapidement par rapport à d'autres pays, ça a remis sur le devant de la scène cette idée de l'élargissement de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le président du Conseil européen, Charles Michel, a même donné une date, 2030. Oui. Benjamin Couto, ce principe de l'élargissement, est-ce qu'il est prévu dès l'origine, c'est-à-dire dès la signature du traité de Rome 1957 ? Oui, complètement. En gros, c'est quelque chose qui a jalonné toute l'histoire du projet européen. Et le projet européen, on le voit dès le traité de Rome de 1957, justement. Le préambule dit que ce sont tous les peuples de l'Europe qui sont amenés à profiter de ce projet européen. Ce n'est pas un club de riches ou une Europe carolingienne comme on a connu au début. C'est un projet qui est destiné à tout le continent. Parce qu'en gros, on peut régler les problèmes que tout le continent connaît que quand il y a tous les membres du club qui sont autour. Si on parle de transition climatique, si on parle de transition numérique, de migration, effectivement, c'est ensemble qu'on peut le faire. Et au fur et à mesure des années, on a vu vous l'avez dit, 27 pays qui ont adhéré à l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est à la fois une force pour l'Union européenne de pouvoir agir ensemble pour des questions qui sont d'intérêt pour tous ces pays-là, et c'est aussi une manière d'approfondir. Souvent, on oppose l'élargissement de l'Union européenne et l'approfondissement du projet européen, mais en réalité, à chaque élargissement, on a vu qu'il y a un nouveau traité qui a suivi pour donner plus de compétences, plus de marge de manœuvre aux institutions. Alors après, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut encore grandir avec le même fonctionnement, les mêmes règles, les mêmes institutions ? Ce sera l'un des thèmes de notre débat, évidemment, parce que c'est très important. Marie Mépéron, il y a plein de critères, on les détaillera un peu tout à l'heure. Le premier critère pour un pays qui veut adhérer, c'est peut-être la géographie, tout simplement. Tout à fait. C'est de la palissade, mais la devise de l'Union européenne, c'est unie dans la diversité, mais la première condition, elle est simple, c'est d'avoir son territoire géographiquement dans l'Europe, bien sûr. Ce qui pose une question pour la Turquie, par exemple. La Turquie, il y a une petite partie, une petite partie de la Turquie qui est en Europe et une très très grande partie en Asie. Est-ce que c'est l'une des raisons, il y en a plein d'autres, des difficultés de la Turquie à faire avancer son dossier ? Alors, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la principale, clairement. Je rappelle que l'Union européenne, ce sont des valeurs. Elle s'est construite sur des valeurs et sur des règles, et surtout une législation européenne qui fait qu'il appartient à tous les candidats qui souhaitent intégrer l'Union européenne de respecter ces valeurs. Et parmi les critères, on a le critère politique, d'avoir des institutions stables qui respectent l'état de droit et la démocratie, qui respectent les minorités, les droits de l'homme, le critère économique, d'avoir une économie de marché stable qui permette de faire face à la concurrence et de pouvoir intégrer le marché de l'Union européenne, et puis le dernier critère, qui n'est pas des moindres, c'est d'intégrer l'ensemble de l'acquis communautaire, où c'est toute la législation européenne qui doit être intégrée dans la législation du pays. Or, en Turquie, s'il y a eu une suspension de l'adhésion, c'est parce qu'on a plus un recul des libertés auxquelles sont sensibles les avocats. On redonnera en détail, grâce à Audrey Vettaz, dans un instant, effectivement, ces règles à respecter quand on est dans un processus d'adhésion. On a vu s'afficher, je crois, la liste des pays qui sont candidats. On revoit la carte. Là, je vais pouvoir les citer: Ukraine, Moldavie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Albanie et donc Turquie. Je reste sur le chapitre turc qui ne va pas nous prendre trop de temps, mais qui est quand même intéressant. Est-ce que vous diriez, Clara Bauer-Babev, que c'est la candidature la plus problématique aujourd'hui, ou peut-être la plus éloignée d'aboutir? Alors elle est tout aussi problématique qu'elle est éloignée, parce que la Turquie entretient des relations qui sont extrêmement complexes avec l'Union européenne. Alors déjà entre l'Union européenne et la Turquie, parce que comme le disait Marie-Aimée, il y a effectivement des règles à respecter. On n'adhère pas simplement au projet européen, il faut aussi le promouvoir sur la scène internationale. Et on sait que le président turc Recep Tayyip Erdogan a des relations diplomatiques qui sont différentes de celles qu'entretient l'Union européenne, par exemple avec la Libye ou avec des pays comme la Syrie. Donc c'est compliqué. Et d'ailleurs les relations sont gelées. Et au point mort, pour l'instant, on ne parle plus de la Turquie. Oui, c'est pour ça qu'on ne va pas y passer trop de temps dans ce débat. Benjamin Couto, est-ce qu'il y a quand même des États dans cette liste-là de candidats qui, alors, sortons de la Turquie, mais qui sont dans une sorte de, je sais pas, de double langage, vous voyez, dans leurs alliances, entre l'envie d'intégrer l'Europe et puis quand même les alliances diplomatiques de l'autre? Il y a clairement la forme et la réalité des choses qu'il faut regarder en détail. En fait, si on regarde les Balkans occidentaux comme la Géorgie, je vais mettre de côté l'Ukraine et la Moldavie, je pense qu'aujourd'hui, leur avenir européen ne fait pas de doute, en tout cas du point de vue de leur population et du gouvernement. C'est un objectif qui est complètement
clairement établi, accepté. Et en tout cas, ils font tout pour. Mais si on regarde dans les Balkans occidentaux, je vais prendre un pays, la Serbie par exemple, et si on regarde du côté de la Géorgie, où il y a effectivement une loi problématique qui a été adoptée récemment, qui est une loi du côté de ces pays-là, on peut trouver un certain tropisme pro-russe. Par exemple, la Serbie, il y a un tropisme pro-russe qui est un peu contradictoire, avec l'objectif d'intégrer l'UE. En réalité, ce que dit la Serbie depuis le début, c'est qu'elle a un objectif d'entrer dans l'Union européenne qui est son objectif premier, mais qu'elle ne s'empêche pas d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres États. Et elle dit qu'elle a, en tout cas, elle garde ses relations avec la Russie tout en condamnant l'invasion à l'ONU, par exemple. Mais effectivement, il y a plutôt un jeu qui est joué par le gouvernement de mettre en balance à la fois ses relations avec la Russie, à la fois ses relations avec l'Union européenne, pour dire à l'Union européenne, attention, si vous ne nous donnez pas un peu tout ce qu'on veut, si vous ne nous facilitez pas l'entrée dans l'Union européenne, nous, on peut aller voir ailleurs, et puis ça vous posera des problèmes. Le chantage. Exactement, c'est une sorte de chantage que fait le gouvernement. Et la population en retour, je finis ici, la population en retour, étant donné que le gouvernement contrôle la majorité des médias locaux, elle est elle suit un peu ce que dit le président serbe, qui est à la télé 300 jours sur 365. Donc au final, c'est facile de détacher aussi la population de cet objectif-là. Alors je lisais en préparant l'émission, il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui nous dit que pour l'instant, le traitement médiatique de ces élections européennes, c'est 30% de moins de place qu'en 2019. Alors nous, on est... Pas chez nous. Voilà, pas chez nous. Merci, Tam, de le dire. Et merci, parce vraiment. que tous les 15 jours, on organise comme ça ces grands débats thématiques et on essaye de faire de la pédagogie. Je pense que c'est hyper important. On a souvent beaucoup d'idées fausses sur l'Europe et sur ses institutions. Et donc, on va continuer, grâce à Audrey Vetas, de vous expliquer comment fonctionne ce processus d'adhésion. Rebonsoir Audrey, avec une question ultra simple. Comment on entre dans l'Union européenne ? Eh bien Thomas, vous savez sûrement que l'Union européenne, c'est une association d'États. Oui. Bon là, vous allez me dire que j'aligne les généralités, mais c'est pas anodin. C'est parce que pour entrer dans l'Union européenne, il faut être un État, et un État reconnu par les 27 pays qui sont déjà dans l'Union européenne, ce qui rend les choses plutôt difficiles. Par exemple, pour le Kosovo, qui a déposé sa candidature en 2022. Le problème, c'est que le Kosovo, son indépendance n'est pas reconnue par l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre. L'autre critère, c'est de promouvoir la paix. Ça, c'est un fondement de l'Union européenne, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, l'idée de créer cette Union européenne qu'on connaît maintenant, c'était de ne plus se refaire la guerre sur le continent européen. Ensuite, il y a évidemment des critères économiques, puisque nous sommes un marché commun. Ces critères économiques, ce sont les critères de Maastricht. C'est le traité qui a été signé en 92. Et enfin, il faut respecter l'état de droit. Ça veut dire notamment que les pouvoirs sont séparés, que la justice est indépendante et qu'il y a l'égalité devant la loi. Alors, une fois qu'on remplit ces critères, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faut se porter officiellement candidat auprès des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Ils sont réunis au Conseil européen. Le dossier est ensuite examiné par la Commission qui va faire des recommandations. Vous devez consolider vos institutions, vous devez lutter contre la corruption. Ensuite, les États membres reprennent la main. C'est important de savoir, c'est que les États membres, ils ont la main tout au long du processus et un pays, un seul peut mettre son veto et là, on arrête tout. Donc là, les États membres vont dire si oui ou non ils sont d'accord pour que le pays soit officiellement candidat. Si c'est OK, le pays commence ses réformes. Alors, il n'est pas tout seul pour faire ça, il a l'aide de l'Union européenne. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait d'un reportage qui a été tourné en Ukraine en décembre dernier par Jonathan Dupriaz et Fabien Recker. Ils ont interviewé la représentante d'une ONG financée par l'Union européenne qui aide l'Ukraine à lutter contre la corruption. Des entités spécialisées ont été créées, un bureau national anticorruption, des postes de procureurs spécialisés ainsi qu'une haute cour anticorruption. Cette chaîne institutionnelle peut désormais garantir que la corruption au plus haut niveau, par exemple dans l'appareil d'État, fasse l'objet d'enquêtes indépendantes du pouvoir politique avec suffisamment de moyens et de personnel. Allez, on reste sur le cas ukrainien. Imaginons... La guerre se termine, l'Ukraine remplit ses réformes, arrive à la fin de ses réformes. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on peut commencer les négociations. Il y a 35 chapitres, Thomas, pour arriver à un traité d'adhésion. Une fois que ce traité est fait, il doit être ratifié par les 27 pays de l'Union européenne, par référendum ou au Parlement. C'est les pays qui choisissent. Mais aussi par le pays qui est candidat et qui peut toujours refuser. Un exemple intéressant, c'est ce qui est arrivé en Norvège. 2 fois, la population a dit non à l'Union européenne. Et tout ce processus prend évidemment du temps.
Alors ça dépend, le pays et le niveau de ses institutions. Par exemple, pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, ça a duré 1 an et 1 mois. Et puis on a un contre-exemple, c'est la Macédoine du Nord. Elle a déposé sa candidature en 2004 et les négociations n'ont toujours pas commencé. On est en 2024. Merci beaucoup Audrey. Alors on va reparler de l'Ukraine, mais un peu plus tard dans ce débat, si vous voulez bien. Peut-être une idée un peu générale. Je commence avec vous, Benjamin Couteau. C'est pas forcément un cadeau pour le pays qui adhère ou qui est en processus d'adhésion. Qu'est-ce que c'est pas un cadeau par contre le fait d'intégrer l'Union européenne. Parce qu'on entend souvent ce discours, ah là, quel cadeau on fait à ces pays. Je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui doit être clair, c'est que l'Union européenne le fait avant tout dans son propre intérêt. Enfin, effectivement, pour reprendre la formule que vous dites, on ne fait pas un cadeau. En fait, à ce pays-là, on est en train d'élargir pour arriver à gérer nos problèmes en commun et aussi pour assurer, pour le coup, si on prend l'exemple de l'Ukraine et de la Moldavie, notre sécurité. En fait, aujourd'hui, ce qui se joue, et dans les Balkans occidentaux d'ailleurs, ce qui se joue, c'est la sécurité, la paix, dont parlait Audrey. Si on regarde aujourd'hui ce qui a été aussi mentionné juste avant, l'histoire du continent européen, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le territoire des États membres de l'Union européenne, c'est le seul territoire sur lequel il n'y a pas eu de conflit armé. On en a vu en ex-Yougoslavie au début des années 90, enfin d'ailleurs de toute la décennie des années 90, on en a vu en Géorgie, on en voit maintenant en Ukraine. Et il y a la question de la Transnistrie en Moldavie. En fait, intégrer l'Union européenne, c'est un gage de paix pour ces pays-là et un gage en retour de stabilité pour nous. Marie-Aimée Perron, critères stricts. Critères très stricts, et bien sûr. Et très difficiles à remplir. Strict, mais je dirais, c'est peut-être pas un cadeau pour le pays, mais l'important, c'est la population. Et la population, que son pays se dote de respect de l'état de droit, du respect des droits de l'homme, du respect des minorités et de la mise en place d'une justice indépendante, c'est, pardon, pour le coup, un vrai cadeau. Ces critères que vous avez détaillés tout à l'heure, ils datent de quand? Alors, ils sont essentiels, ils datent des années 90. Des années 90 et a été ajouté en 2006 aussi le critère autre qui est la possibilité pour l'Union européenne d'intégrer. De s'assurer que l'Union européenne a bien la capacité d'intégrer le pays candidat au sein de l'Union européenne. C'est un critère que la France a souhaité ajouter à l'époque. Alors c'est intéressant, j'emploie volontairement le terme cadeau parce que voilà, il est un peu provocateur, mais c'est intéressant parce qu'on peut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Il y a 20 ans, il y a eu un processus d'adhésion qui a duré 2004-2007 avec une dizaine de pays qui ont intégré l'Europe, la Pologne, la République tchèque, les pays baltes, enfin bon, je ne vais pas tous les citer. Comment vont-ils aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? À quel point leur économie a pu... Il y a les questions de liberté qui sont très importantes, mais à quel point leur économie a pu en profiter? Alors d'un point de vue économique, c'est vrai que pour tous ces pays de l'Est que vous venez de citer, ça a été assez bénéfique. Par exemple, si on regarde la Pologne, elle a doublé son PIB depuis qu'elle a intégré l'Union européenne. Le PIB de la Hongrie a également augmenté de 50%. Ça a permis de développer des économies, notamment dans l'automobile, dans les pays de l'Est. Je pense à la Roumanie, à la République tchèque. À l'inverse, ça a aussi créé une certaine délocalisation, notamment en France, pour ces emplois-là, parce que la main-d'œuvre était moins chère. Mais c'est vrai que si on regarde vraiment d'un point de vue économique, c'est bénéfique. Ça a été bénéfique pour ces pays-là d'intégrer le marché commun et les règles économiques de l'Union. Et alors, si on est égoïste, est-ce que ce sont des pays qui achètent français? Mais clairement, et c'est là où je voulais compléter aussi ce que disait Clara, c'est que ce qu'on a vu de notre côté, c'est que les exportations ont largement augmenté. Pour les délocalisations, je dirais que c'est pas quelque chose qui a été massif dans tous les cas. Et en fait, ce qu'on a délocalisé en Europe de l'Est, c'est ce qu'on n'a pas délocalisé en Asie du Sud-Est au final. Mais si on regarde aujourd'hui ce que gagne la France sur les exportations... je crois que c'est des chiffres de 2022-2023, l'exportation française. Et on sait que la question de la balance commerciale est centrale dans le débat français. La France exporte pour 40 milliards d'euros à ces pays-là, alors que pour la Chine, qui est pour le coup un marché énorme, elle n'exporte que 25 milliards. Donc on voit l'importance que ces pays-là ont aujourd'hui dans l'économie française. Alors on va continuer évidemment de parler de ces perspectives d'élargissement. J'ai oublié de citer le podcast d'Audrey tout à l'heure, donc je vais le faire. Un podcast Trait d'Union dont Public Sénat est partenaire et vous pouvez... le télécharger puisque le dernier épisode est passionnant et il porte justement sur le processus d'adhésion à l'Union européenne. Comment ça se passe? Comment ça va se passer si l'Union continue de grandir? Ça pose une vraie question sur les règles actuelles et ce qu'il faut les faire évoluer, notamment les règles de décision, de gouvernance. Écoutez ce qu'en disait, c'était il y a un peu moins de 2 ans, le chancelier allemand Olaf Scholz.
Mais là où l'unanimité est aujourd'hui requise, le risque qu'un seul pays empêche tous les autres d'avancer avec son veto augmente avec chaque nouvel État membre. Croire le contraire, c'est nier la réalité européenne. C'est pourquoi j'ai proposé de passer progressivement à une prise de décision à la majorité concernant la politique étrangère commune, mais aussi dans d'autres domaines, comme la politique fiscale. Alors, Marie Mépon, il faut peut-être expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au sein du Conseil européen, donc qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement, la règle, c'est l'unanimité pour toutes les décisions ou pas? Non, pas pour toutes les décisions. Il y a certains votes à la majorité simple, il y a des votes, beaucoup de votes à la majorité qualifiée. Majorité qualifiée, c'est 55% des États représentant 65% de la population. Okay. Hein, donc on est quand même sur 60% de la population. Et néanmoins, pour tous les votes les plus importants, il faut l'unanimité. Une révision d'un traité ne peut se faire qu'à l'adoption d'un vote à l'unanimité. Un vote à l'unanimité peut être aussi acquis avec une abstention. On l'a vu pour la Hongrie sur l'entrée, sur l'adhésion de l'Ukraine. On l'a vu aussi, pareil, avec la Hongrie, lorsqu'il s'est agi d'octroyer des financements à l'Ukraine. Donc on demande aux représentants hongrois, M. Orban, de sortir de la salle, c'est ça? Soit de s'abstenir, soit de ne pas être présent. Ça a été une idée allemande, de l'Allemagne, qu'a suivi Charles Michel, le président du Conseil européen, qui était que la Hongrie ne soit pas présente lors de ce vote. Alors, donc ça tient à peu près à 27. Est-ce que ça tient, je ne sais pas, on peut passer à 30, à 35, vu le nombre de candidats d'ici quelques années. Est-ce que c'est possible de rester sur ce mode de fonctionnement ou alors, comme le dit le chancelier allemand, il faut inventer autre chose? Alors, cette abstention de la Hongrie a coûté cher. Voilà. Elle a coûté cher parce que pour débloquer les fonds pour l'Ukraine, dès lors, le Conseil européen a accepté de lever une sanction contre la Hongrie, une sanction pour non-respect de l'état de droit. Et donc, la Hongrie a perçu 10 milliards. Voilà, sanction européenne, puisque c'est le principe de conditionnalité. Si vous ne respectez pas l'état de droit et la démocratie, vous avez une sanction financière. Donc c'est une façon de répondre à la question. Finalement, passons à cette majorité élargie, c'est ça la majorité élargie. Passons à ce système. La majorité qualifiée, pardon, c'était le terme qui me manquait. Passons à la majorité qualifiée, surtout si l'Europe continue de grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Alors, je sais que la France et l'Italie sont d'accord pour modifier cette règle. En revanche, nous avons 13 États sur 27 qui sont contre. Pourquoi? Parce qu'un petit pays veut conserver ce principe d'égalité. C'est le principe de l'Union qui est l'égalité. Donc, il y a tout un tas de discussions. Maintenant, il y a d'autres solutions. Cette majorité qualifiée peut aussi évoluer, la revoir, de faire 50%, 55% des pays représentant que 60% de la population. Enfin, il y a des moyens de réfléchir. On peut la faire évoluer. De même que vous pouvez aussi faire évoluer. On parlait tout à l'heure de la lenteur pour l'adhésion, de faire évoluer aussi les règles d'adhésion. Là aussi, il en est question. Je sais que le président de la République parlait de la PEC, la communauté politique européenne. Là aussi, c'est aussi une piste de réflexion. Il y a beaucoup de pistes de réflexion. Vous avez cité par 2 fois la Hongrie. Est-ce que c'est pas le cas typique quand même problématique qu'il y a eu? Maintenant, si on a un coup d'œil dans le rétro sur l'adhésion du processus de 2004, est-ce qu'il ne faut pas en tirer peut-être des leçons pour la suite du processus? On a quand même un pays, une démocratie libérale au sein de l'Union européenne et qui donc fait en plus... Peut-être pour que rapidement, je vois que la parole se... Nous avons juste connu la difficulté, 2 minutes, 2 secondes, nous avons juste connu la difficulté avec la Pologne et on a vu que l'alternance fonctionne, puisqu'à un moment donné, nous avons rencontré des difficultés d'état de droit. À tous aujourd'hui. Oui, alors, votre avis, même question, la question que posait Tam sur finalement, est-ce que la Hongrie, c'est pas le contre-exemple ou l'exemple qui doit nous faire réfléchir à un élargissement supplémentaire? Absolument, il faut bien se rendre compte qu'à Bruxelles, les diplomates et les États membres marchent sur un fil de crête constant avec la Hongrie, parce qu'effectivement, c'est un pays qui a un pouvoir de décision, les dirigeants sont obligés de prendre en compte son avis, mais c'est aussi un pays qui aime à aller contre 26 autres États membres, et comme on parlait de ce vote à l'unanimité, la Hongrie sait aussi qu'elle a un poids politique, donc c'est vrai que ce cas de la Hongrie qui s'est illustré
retrait ces derniers mois contre des grandes décisions pose effectivement question. Pardon, plus on élargit, plus il y a le risque qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 pays qui soient une démocratie libérale, avec, même s'il y a une alternance, et dans cette situation-là. D'où, moi je suis têtu, d'où l'importance de peut-être abandonner l'unanimité. Est-ce que c'est forcément un gage d'efficacité d'abandonner l'unanimité ? Je suis pas certain. En tout cas, il y a il y a un pour qui se défend et un contre qui se défend. Pour revenir sur la Hongrie, bien sûr que la Hongrie c'est un problème, bien sûr que l'Union européenne a surtout un gros problème pour faire respecter aujourd'hui les standards démocratiques et l'état de droit. Une fois qu'on est rentré, c'est facile quand on est candidat et qu'il y a une conditionnalité du processus, mais on voit bien que quand on est État membre, c'est plus compliqué. La Hongrie, elle serait retoquée aujourd'hui si elle était candidate, très clairement. Mais c'est un peu une exception qui confirme la règle, parce que quand on parle de la Hongrie, on ne parle pas de la démocratie lituanienne, de la démocratie estonienne, de la démocratie lettonne, chypriote, maltaise, et on peut donner quasiment tous les exemples, même la Pologne aujourd'hui, c'est un exemple qu'on peut donner. On voit que ce sont des démocraties qui fonctionnent et qui progressent même, exactement. Deuxième chose, sur la capacité à adopter des décisions en commun. Il faut voir que c'est pas à 6 qu'on a adopté un plan de relance de 750 milliards d'euros. C'est à 27 quand la pandémie de Covid est arrivée. Et il faut voir aussi que le traité qu'on a négocié à quelques années d'écart, il y avait entre les deux élargissements, il y avait un traité de Nice qui a été un peu la victoire des égoïsmes nationaux, qui a été très peu ambitieux. Négocié par les 15 États membres de l'époque. Et ensuite, on a intégré les pays anciennement candidats qui allaient rentrer dans l'Union européenne en 2004-2007 à la négociation du traité constitutionnel. Bon, il n'a pas été adopté, c'est une question, mais en tout cas, ça reste le traité le plus ambitieux qu'on a négocié avec un nombre d'États membres plus important qu'auparavant avec les traités qui étaient décevants. Donc on voit qu'on peut le faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en pleine campagne électorale. Tam, nous, on lui donne un écho le plus large possible. Et pourtant, cette question de l'élargissement, ça n'a pas vraiment émergé. Non, le débat sur l'élargissement n'a pas eu lieu et n'aura sans doute et malheureusement pas lieu d'ici le 9 juin. On peut le parier. Et pourtant, on l'a expliqué depuis le début de cette émission, la guerre en Ukraine notamment a sacrément relancé ce sujet qui agite les débats d'experts, on le voit, et les cercles du pouvoir au niveau européen, mais le sujet est terriblement absent du débat public. Alors certes, on ne parle pas beaucoup d'Europe, vous l'avez dit, mais il y a pour moi urgence à débattre de ce sujet. Alors, quel risque y a-t-il à ne pas parler d'élargissement ? Celui qu'il y a à mettre la poussière sous le tapis, ce n'est pas une solution durable. Ça finit par vous exploser à la figure. Certes, il y a des avantages immédiats à fermer les yeux pour ceux qui font campagne, car le sujet de l'élargissement, c'est un sujet sensible et se positionner, ça peut avoir un coût électoral. Mais ne pas débattre, ça ouvre la voie à toutes les manipulations, la démagogie, les fake news, et cela sans contradiction. Et surtout, on risque d'arriver un jour au pied du mur avec des pays qui auront franchi toutes les longues étapes du processus d'adhésion que l'on a expliqué, qui seront prêts donc à rejoindre l'Union européenne, et puis on aura une opinion qui sera pas suffisamment informée, plus manipulable, pleine de fantasmes. Or, je vous rappelle qu'il y a bien un moment où il faut quand même ratifier les traités d'adhésion par voie parlementaire ou par référendum. Oui, dans tous les pays, effectivement, attention à ne pas reproduire les erreurs ou les effets du passé. Oui, j'ai envie de revenir à ce processus d'adhésion en 2004, date à laquelle 10 nouveaux pays étaient donc venus grossir les rangs de l'Union européenne. Il n'y avait pas eu plus de débats à l'époque. Et c'est sur ce terreau qu'a fleuri la fameuse théorie du plombier polonais. Rappelez-vous, la Pologne est entrée dans l'Union européenne, donc en 2004. Le fantasme du plombier polonais est né dans la foulée de la directive sur les travailleurs détachés. Il est ensuite devenu le symbole des polémiques entre le camp du oui et le camp du non lors du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Un personnage donc mythique, ce plombier polonais de la politique contemporaine, qui n'a finalement pas eu de réalité puisqu'il n'y a pas eu d'invasion socialement destructrice en provenance des pays de l'Est. Et vous nous dites qu'il faut en tirer les leçons pour le prochain élargissement. Il faut discuter, il faut débattre de l'impact, il faut regarder ça en face, l'impact par exemple qu'aura l'entrée de l'Ukraine sur le secteur de l'agriculture. Ça fait peur à tout le monde, il faut en parler. Expliquer l'intérêt de parachever le projet européen ou dire le contraire si on a envie de le dire, mais il faut encore une fois en débattre, que les gens puissent se faire un avis argumenté, pas par pur fantasme, pas par pure idéologie. L'élargissement ne peut pas se faire de façon technique, abstraite, lointaine. Ce sont tous les reproches que l'on fait sur la construction européenne. Il faut du vrai débat, des arguments contradictoires. Il faut du oui, il faut du non, car comme vous le savez tous, the yes needs the no to win against the no. Jean-Pierre Raffarin dans le texte. Voilà. C'est toujours très bien de citer Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que cette absence de débat, je me tourne vers vous, Clara Bouer-Babel,
c'est en France ou c'est dans tous les pays européens? Est-ce que c'est une question que les autres, en ce moment on est en pleine campagne électorale, que se posent d'autres journalistes, d'autres experts et finalement d'autres opinions publiques en Europe? Alors, on n'est pas forcément face à une spécificité française pour le coup. C'est un thème de campagne électorale qui a du mal à prendre, qui a du mal à monter. Je pense que ça s'explique notamment. Il faut quand même regarder le mandat qui vient de s'écouler, donc de 2019 à aujourd'hui 2024. C'est un mandat qui a été traversé quand même par des grosses crises. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, la crise environnementale. Il y a aussi une inflation, la hausse du coût de l'énergie. Et les gens ont toujours un peu du mal à voir concrètement ce que Bruxelles donne dans leur quotidien. Je pense que là, les gens se concentrent plus sur des choses très concrètes qui les touchent personnellement. Et s'il devait y avoir, ce que je ne cautionne pas, une hiérarchie, on pourrait dire, dans les thèmes de campagne, malheureusement, ce thème de l'élargissement, il a du mal à prendre. Alors, on ouvre un chapitre consacré évidemment à l'Ukraine. Le cas ukrainien, on l'a dit, c'est la volonté de l'Ukraine d'intégrer l'Union quelques jours après l'invasion russe qui a relancé cette question et ces débats autour des processus d'adhésion. On écoute justement le président Volodymyr Zelensky rappeler que son pays fait partie de la famille européenne. Nous faisons des réformes, non pas à cause de l'UE, avec tout le respect que je lui dois, mais à cause de nous, parce que nous faisons partie de la famille européenne. Nous sommes donc heureux. Quel est le principal défaut de la candidature ukrainienne, Marie-Aimée Perron? C'est la corruption? Oh, incontestablement, c'est la corruption, l'organisation de mise en place contre la corruption. Et puis, tout simplement, le fait d'être en guerre n'empêche pas. Il n'y a rien interdit à un pays en guerre de rentrer au sein de l'Union européenne. Mais c'est les problèmes de corruption. Là-dessus, l'Ukraine a fait beaucoup d'efforts. La difficulté de faire des réformes alors qu'on est en guerre aussi. Exactement. Quand même, et puis, même d'avoir une économie de guerre aussi, hein, on va le dire aussi. Hein. Bien sûr. L'annonce par Volodymyr Zelensky, ça surprend tout le monde. On est, je crois, même pas une semaine après l'invasion russe, c'est ça? Oui, on est à peu près une semaine après l'invasion russe en février. Non, elle n'est pas surprenante réellement. Ah bon? Et il s'attend justement à... Alors, pas à ce que ça... Peut-être pas à ce que ça aille aussi vite dans le processus de statut de candidat et de début des négociations, mais tout du moins un élan de solidarité de la part des autres dirigeants européens. Et en fait, si on regarde, je veux dire, le tableau un peu général, il n'y avait pas réellement d'autres moyens de prouver à l'Ukraine que l'Union était derrière le pays pendant sa guerre contre la Russie. Et alors, ça relance d'autres candidatures. Par exemple, la Moldavie, c'est peut-être celle qui est la plus avancée aujourd'hui. On écoute sa présidente, Maya Sandu, qui lie son sort à celui de l'Ukraine. Écoutez. La principale raison, c'est de rester dans le monde libre. Nous voyons ce qui arrive à l'Ukraine. Nous voyons que la Russie essaie d'empêcher les pays de notre région de devenir démocratiques. Nous sommes nous-mêmes confrontés aux menaces et aux tentatives russes de déstabilisation du pays. Bien sûr, ce n'est pas comparable à ce qui se passe en Ukraine, mais nous voyons les risques et nous pensons que nous ne pourrons sauver notre démocratie qu'en tant que membres de l'Union européenne. Nous pensons que la Russie continuera à être une grande source d'instabilité pour les années à venir et nous devons donc nous protéger. Ce débat est vraiment passionnant parce que c'est une question de pôle d'attraction, quoi. C'est vraiment à ça que l'on assiste. Est-ce que le dossier ukrainien, Benjamin Couto, est en train de remonter en haut de la pile et dépasse le dossier moldave? Pardon, c'est un peu trivial ce que je dis, mais on disait la Moldavie est la plus proche d'intégrer l'UE. Est-ce que c'est toujours vrai? Alors, si vous me permettez, c'est pas le cas. Au final, il n'y avait pas de candidature moldave. C'est plutôt le Monténégro qui était le plus avancé. Voilà, le plus avancé, exactement. En gros, le Monténégro, ils sont très proches de l'adhésion. Et on a eu une alternance après 30 ans de domination de la vie politique de Milo Djukanovic, le seul dirigeant démocratiquement élu qui est resté 30 ans au pouvoir dans un État européen. Depuis qu'il est parti du pouvoir et qu'il y a un nouveau parti pro-européen qui est arrivé, le Monténégro est largement en tête. Ils disent vouloir adhérer en 2028, en gros être de 28 en 2028. C'est un agenda très ambitieux, mais en tout cas, ça peut le faire. La Moldavie, pour le coup, il n'y avait pas vraiment d'ambition. Et alors, est-ce que l'Ukraine est pour des raisons politiques, très clairement, permis à des pays comme le Monténégro et tous les pays des Balkans occidentaux, vous les avez nommés, Albanie, Macédoine du Nord, etc. L'Ukraine a permis à ces pays-là de recevoir un peu de lumière. L'Union européenne, en gros, avait promis à ces pays-là une intégration au sein de l'Union européenne. Au début des années 2000, on retient souvent la date symbolique du sommet de Thessalonique en 2003. Mais ensuite, pendant 20 ans, la Macédoine du Nord est un des plus anciens candidats à l'Union européenne. Elle dépose sa candidature en 2004.
Elle n'ouvre les négociations qu'en 2022 et on en a parlé un peu tout à l'heure, je crois que c'est Audrey Vetas qui l'a mentionné, il y a une ouverture des négociations officielles, mais pas de négociations actives tant qu'elle n'a pas modifié sa constitution. C'est une demande de la Bulgarie. En tout cas, pour ces pays-là, il y a ce focus renouvelé sur la région qui n'aurait jamais eu lieu si l'Ukraine n'avait pas été envahie, c'est certain. Il y a aussi la part de la menace chinoise sur les Balkans occidentaux dont on parle et qui fait que, du coup, l'Union européenne se dit qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent aux mains de la Chine. C'est sûr que plus on attend, plus ces pays-là se disent en gros, il n'y a aucune crédibilité. Les Européens font des promesses qu'ils sont incapables de tenir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est chercher notre propre destin avec la Russie qui propose une intégration. Certains pays y croient, certains citoyens y croient dans les pays des Balkans, une intégration à l'Union économique eurasiatique. Il y en a qui pensent que c'est une alternative viable. Et la Russie fait tout pour dire, regardez, les Européens sont incapables de vous intégrer, ils vous font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Nous, au moins, dans l'Union économique eurasiatique, vous allez avoir un futur pérenne. J'en doute. Est-ce que ce contexte géopolitique, finalement, oblige l'Europe à grandir encore? Votre avis là-dessus? Oui, absolument, parce que en fait, c'est pas uniquement une intégration économique ou un élan de solidarité envers ces pays. Il y a aussi, évidemment, derrière ça, des logiques de diplomatie, des logiques de géopolitique. Et Benjamin le mentionnait, est aussi cette influence de la Chine qui peut prospérer sur les Balkans. Donc, c'est aussi, évidemment, un moyen pour l'Union européenne, de ramener des pays dans son sillon. Oui. Alors, moi, j'avoue que je suis assez... sceptique, pour pas dire inquiet. Je me dis jusqu'où on grandit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà compliqué à... Même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je l'ai bien compris, mais c'est déjà compliqué à 27. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui disent « Mais ils sont dingues, on va passer à combien? À 30, à 35 ?» Comment on gouverne à 30 ou à 37? Oui, maintenant, les précédents élargissements ont démontré qu'ils ont été une véritable réussite. Oui, mais ont permis une véritable croissance. Il y a quand même aussi une critique sur le fonctionnement de l'Europe qui prend de plus en plus de place dans les opinions publiques de ces pays. On ne peut pas gommer ça. Et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut aussi réformer l'Europe avant l'adhésion, l'intégration de ces pays. De nouveaux pays. De nouveaux pays. C'est pour ça que nous sommes surpris, effectivement, que cet élargissement et que ces réformes ne fassent pas l'objet de discussions actuellement dans le cadre de la campagne électorale européenne. Ça devrait être C'est maintenant qu'il faut en discuter. C'est maintenant qu'il faut en parler parce que c'est la prochaine mandature au Parlement européen qui est concernée. Là, pour le coup, c'est fondamental. Il y a un autre pays qui est symbolique de ce tiraillement entre les deux blocs, c'est évidemment la Géorgie, pays, on l'a évoqué très rapidement, on va y rentrer un peu plus en détail, secoué par une polémique, des manifestations, alors que le parti au pouvoir se prépare à adopter une loi controversée sur l'influence étrangère. Vous voyez les images de manifestations de jour, de nuit, des jeunes Géorgiens qui demandent d'abandonner ce qu'ils appellent la loi russe, qui imite une législation du Kremlin pour réprimer l'opposition. Évidemment, cette loi pourrait compliquer une adhésion éventuelle à l'Union européenne. D'ailleurs, mardi, le Conseil de l'Europe a, je cite, recommandé vivement à la Géorgie d'abroger cette loi. Et puis, il y a un certain nombre de ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays, Lettonie, Estonie, Lituanie et Islande, qui sont venus, eux aussi, manifester, soutenir le peuple géorgien. On écoute le Lituanien Gabrielus Landsbergis. Nous sommes ici pour soutenir les aspirations du peuple géorgien à faire partie de l'UE et de l'OTAN. Il est important d'envoyer ce message que nous sommes à leur côté, qu'ils ne sont pas seuls et que leurs inquiétudes sont entendues, qu'ils sont soutenus. Benjamin Cousteau, un bras de fer, tout simplement, auquel on est en train d'assister dans ce pays. On assiste à un pays qui tire profit du sentiment pro-européen de la population pour essayer de se maintenir au pouvoir. Donc ils ont déposé leur candidature de manière, encore une fois, pour le coup, l'Ukraine et la Moldavie, je pense qu'on avait fait avec la Géorgie des accords de libre-échange qu'on appelle approfondis, spécifiques, pour leur dire en gros, c'est tout ce que vous pouvez avoir, vous n'irez pas jusqu'à l'intégration à l'Union européenne. Et donc la Géorgie, quand elle a vu que la Moldavie et l'Ukraine avaient sauté le pas de demander leur adhésion à l'Union européenne, elle a fait la même chose avec un gouvernement qui sait très bien que sa population allait adorer l'idée. Et aujourd'hui, on voit que malgré tout... à côté de ça, il fait voter une loi potentiellement liberticide. Exactement. Et aujourd'hui, on voit que malgré tout ce qui a été dit, il reste quand même... il y a des liens avec la Russie, entre le pouvoir géorgien et la Russie, qui sont inquiétants.
Et en fait, cette loi, tout simplement, elle ne permet pas au pays de rentrer dans l'Union européenne. Elle freine sa candidature, clairement. Cette loi est une véritable catastrophe. C'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte à la liberté d'association. Liberté de la presse. La liberté de la presse. Et en fait, on soupçonne aussi, comme il va y avoir prochainement des élections présidentielles, d'une part de l'Assemblée qui élit ensuite le président, que c'est une façon de bâillonner aussi toute opposition, et ce qui est gravissime. Et le Conseil de l'Europe, il est important qu'il enjoint la Géorgie à retirer cette loi dont la présidente de la République est contre d'ailleurs, ce qui est quand même... Oui, le président de la République qui en appelle notamment à l'État français et à Emmanuel Macron en espérant sa venue sur le territoire. Géorgien, Klára Bouerbaev, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi, on l'a un peu évoqué en parlant de la Hongrie, mais il y a aussi toutes ces démocraties illibérales qui aujourd'hui ne seraient pas en situation, vous voyez, qui sont membres de l'Union européenne, mais qui ne seraient pas en situation dont la candidature serait retoquée si elle se présentait en 2024. Oui, donc, absolument. Alors, on demande aux pays candidats d'être hyper vertueux, alors que les pays membres ne le sont pas tous. Vous voyez ce que je veux dire, cette contradiction ? Oui, absolument. Et je pense que quand on parle d'élargissement, il y a une double question qui se pose. Il y a évidemment les pays que l'on veut accueillir au sein de l'Union européenne. Et du coup, et on en parlait tout à l'heure, apprendre aussi des leçons des pays qui sont déjà dans l'Union européenne. Notamment, on pense surtout à la Hongrie et à la Pologne. Alors la Hongrie particulièrement en ce moment avec le président Viktor Orban. Mais par exemple, la Pologne, je voudrais juste donner un exemple, qui il y a un an a quand même interdit l'avortement. Est revenu sur cette loi. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour l'Union européenne, et on le voit parce que l'Union européenne n'a eu absolument aucun poids quand cette loi est passée. Elle n'a quasiment rien pu faire, des déclarations, des recommandations, des avertissements, mais aucun poids législatif, aucun poids réellement de force. Donc c'est vrai qu'on voit aussi toute la complexité, une fois qu'on a intégré ces États, s'ils décident en gros de faire ce qu'ils veulent, comment est-ce qu'on gère ça ? C'est prévu, on peut exclure un État de l'Union européenne. Il n'est pas prévu d'exclure un État, il est prévu de le sanctionner. C'est la condition, le principe de conditionnalité pour tous les fonds européens. Oui. On ne peut percevoir de fonds européens que si on respecte les règles et les valeurs de l'Union. Et donc ce sont des sanctions financières. Il y a eu d'ailleurs des sanctions financières prononcées contre la Pologne, des sanctions financières prononcées contre la Hongrie. Et en cela, c'est important. Parce que dès lors que les règles ne sont plus respectées, nous le savons tout de suite, avocats, comme vous, journalistes, parce que les premiers à être touchés, ce sont les journalistes, les magistrats et les avocats. C'est la justice, la liberté d'expression et la justice. Et donc c'est fondamental parce qu'on nous appelle immédiatement, nous avocats français et avocats européens, on nous appelle tout de suite en renfort pour la défense des magistrats en Pologne qui passent en disciplinaire, qui sont révoqués. Voilà, et en cela il y a une solidarité aussi des peuples vis-à-vis de ceux qui se sont en difficulté. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous regarder. Donc on peut juste dire merci et dire qu'on est content. Voilà, on vous dit à lundi aussi. Tiens, je vais rappeler le podcast d'Audrey Beutas, Trait d'Union. Allez-y, c'est un super podcast, il est passionnant. Et le dernier numéro est consacré justement aux procédures d'adhésion. Et puis enfin, notez que Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance pour ces élections européennes, sera l'invitée de la matinale demain sur notre antenne face à Ariane Mancini et à ses collègues à partir de 8h du matin. Belle soirée.